qui va de l'Université de Carthage, Léo, qui va nous parler d'une intervention qui s'intitule Tunis à la croisée des chemins, politique urbaine et périurbanisation dans un contexte de changement. À vous la parole, Daniel. Alors, merci, Marc-Pédé Kounescol. Je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous dans cet événement scientifique assez intéressant. Alors, je suis Raphaël Zemzem, docteur en urbanisme. Je suis chercheur dans le laboratoire de recherche en Inde au sein de l'école de l'architecture. Et je suis aussi urbaniste principal au sein de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre communication qui s'intitule Tunis à la croisée des chemins, politique urbaine et périurbanisation dans un contexte de changement. En fait, l'objectif principal de cette communication est d'étudier l'impact des différentes politiques publiques menées par l'État tunisien et son impact sur la structuration de l'espace urbain de la capitale et de Grand Tunis. Alors, pour mener à bien notre étude, nous allons commencer par une introduction et la problématique générale, et puis la méthodologie avec les différents outils préconisés pour déployer notre étude, et après les résultats qui se manifestent essentiellement par les politiques urbaines déployées dans les différentes périodes clés, et leur impact comme étant une résultante, c'est la périurbanisation dans le Grand Tunis. Et après, on va conclure notre communication. Alors, pour l'introduction, nous sommes partis sur des constats génériques, ceux de le phénomène complexe de la périurbanisation et de l'urbanisation. Il s'agit d'un phénomène qui a plusieurs facettes, qui nécessite une analyse systémique pour comprendre ces enjeux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'étudier uniquement le phénomène sans pour autant creuser dans les facteurs et dans les conséquences et dans ces différents aspects. En effet, un autre constat qui est très marquant, celui de l'indépendance et le post-indépendance, à quel point cette période était très marquante dans l'histoire de la Tunisie et de la ville de Tunis en particulier, étant donné qu'elle a généré des répercussions aussi bien sociales qu'économiques. C'est pour cette raison que les politiques publiques étaient toujours confrontées pour tenir compte de ces différents enjeux et toujours étaient à des limitations dans leur mise en œuvre. Alors, pour la méthodologie préconisée, on s'est basé sur l'analyse diachronique des différentes politiques d'aménagement. Les outils mis en œuvre, il s'agit des études documentaires, des textes réglementaires législatifs, des études des différents plans d'urbanisme. Nous avons opté aussi pour une analyse croisée, toujours entre analyse des politiques publiques pour chaque période clé et leur impact sur le phénomène de l'urbanisation dans la ville de Tunis. Donc c'est pour cette raison que nous avons identifié 4 périodes clés des politiques urbaines. La politique urbaine des années 60 lors de l'indépendance, la politique urbaine qui s'étale entre les années 70 et les années 90. La troisième, c'est la politique urbaine entre les années 90 et les années 2010. Et enfin, nous avons les politiques urbaines post-révolutionnaires. En fait, ces périodes ont été définies en fonction de réajustement et de changement de contexte de chaque politique. Alors, notre première partie s'intéresse aux différentes politiques urbaines. Donc, comment analyser ce contexte? Il s'agit de tenir compte du contexte historique, donc surtout entre la période coloniale et la période post-coloniale. Il s'agit aussi de tenir compte des différents défis et aspirations, à savoir les enjeux économiques et les enjeux sociaux, parce qu'au fil des
décennies, les différentes politiques urbaines ont évolué tout en tenant compte des différents défis. Et on remarque qu'il y a aussi une prise de conscience croissante des enjeux sociaux. Alors, commençons par la première période donc des politiques urbaines, donc des années 60. Nous avons accordé une description d'urbanisme de rattrapage. Alors, pourquoi ce constat? En fait, il y a un contexte post-colonial qui était très dominant. Il y a une priorité de reconstruction nationale. L'État tunisien a opté pour plusieurs réformes importantes, à savoir le découpage administratif. En fait, il y a eu une augmentation importante des nombres de communes qui sont passées de 75 à 111 communes au cours de cette période. Néanmoins, il y avait des problèmes qui ont été constatés. Notons aussi l'échec de coopératives agricoles, parce que la politique urbaine, ou plutôt la politique publique à cette époque, était concentrée sur le système socialiste. Là, l'État était le déteneur de tous les pouvoirs et la politique était axée sur le système des coopératives agricoles. Donc, cette orientation a créé un certain mécontentement de la population agricole qui s'est manifesté. Et ce manifestement s'était fait à travers l'exode rural. Il y avait un exode rural massif. Donc toute la population, ou bien plutôt la majorité de la population rurale était obligée de quitter leur zone rurale pour s'installer à la capitale. Du coup, il y avait un phénomène de bourbier. Donc cette population a été obligée de s'installer autour du centre-ville, de la médina de la ville coloniale, dans des formes des noyaux qui s'appelaient les bourbiers, caractérisés par un habitat très précaire. Et pour faire face, l'État tunisien, avec son orientation, a décidé de faire une action de débourbification et de refouler cette population à leur origine initiale. Donc il s'agit d'une politique interventionniste et autoritaire. Même on l'a baptisée dans plusieurs ouvrages, c'est la politique de bulldozer, étant donné qu'elle s'est orientée plutôt vers tout raser dans un objectif de la modernisation de la capitale. Alors, toujours dans cette perspective, la politique des années 70-86 était marquée par un changement de contexte économique. On n'est plus vers cette orientation de politique socialiste. L'État s'est extraverti. Il y a une orientation de libéralisation économique qui a certes eu des résultats conséquents sur ces orientations, les enjeux préconisés. Donc il y avait un réajustement de cette politique qui s'est recentré sur trois axes. On a l'axe de la politique de l'habitat, l'axe de la planification urbaine et l'axe du transport urbain. Donc au cours de cette période, avec l'engagement spectaculaire de l'État, nous avons constaté un boom immobilier important. Il y avait un focus aussi sur la satisfaction des besoins en logement des couches défavorisées. Donc c'est pour cette raison il y a eu lieu de création des organismes publics, à l'instar de la création des agences foncières. L'AFH qui s'intéresse à l'aménagement des lotissements résidentiels. Il y a aussi la création de l'AFT pour l'aménagement touristique et la FIG pour l'aménagement industriel. Il y a eu lieu aussi la création de la SNIC et pour accompagner cette population vulnérable qui a besoin de logement. L'État aussi a créé des fonds publics qui s'est manifesté par la création de la caisse d'épargne de logement, le CNEL, le fonds Prolos aussi, qui
qui octroie, c'est un fonds qui octroie des crédits au profit de la population donc qui a un revenu plus ou moins modeste, avec des crédits ayant un taux d'intérêt de 2%. Et aussi, en parallèle avec la promotion publique, on a un essor de la promotion immobilière privée. Cependant, cette promotion privée, cette filière privée, était destinée plutôt à la population modeste, aisée, plutôt qu'à la population avec des catégories socio-professionnelles modestes. Ceci a créé du coup un déséquilibre entre une offre inadaptée, donc il y a un excès de haut standing, il y a aussi une pénurie de logements économiques. L'AFH aussi a offert des lotissements qui sont loin des besoins et des attentes de la population à revenus modestes. Donc, à titre d'exemple, un lot, donc il y avait des lots avec des superficies assez importantes qui s'étalent même sur 1000 mètres carrés, avec un coût de 300 dinars, le coût total de ce lot. En fait, ce prix n'était pas accessible pour toutes les catégories socio-professionnelles. C'est pour cette raison ils se sont manifestés et ils ont eu leur réponse, une réponse propre à eux, c'était l'habitat informel, qui est une sorte de réponse et de réplique à cette politique, où cette population qui était réellement exclue de l'offre publique, elle a trouvé d'autres alternatives, des terrains qui répondent à leur budget, à leurs besoins. Et du coup, on constate désormais un phénomène d'habitat informel, mais avec des nuances, avec des changements par rapport à l'habitat informel des années 60. On n'est plus à la quête, on n'est plus dans un constat des bourbiers, mais plutôt des lotissements clandestins, une sorte de réponse pour répondre réellement à un besoin d'habitat. L'État, aussi en termes de planification nouvelle, il y avait la création du code de l'urbanisme dans les années 79. Il y a aussi la création de districts de Tunis, actuel à l'EGT. Il y a aussi la création du PRA, le plan régional d'aménagement. Donc, ce document était d'une importance extrême dans la structuration de l'espace, étant donné que tous les aspects de la capitale ont été bien identifiés, bien diagnostiqués, et même il propose des solutions adaptées à chaque problème dégagé. L'État aussi s'est orienté vers la politique de la réhabilitation pour faire face à ce phénomène de l'habitat informel. Donc il y a eu la création de la rue, il y a eu aussi des grandes opérations de réhabilitation, à l'instar du plan de développement urbain, le PDU, où 3 projets pilotes ont été pris en compte par ce programme. Comme j'ai dit, il s'agit d'une opération grandiose. Il y a le côté de l'apurement foncier, il y a le volet de l'amélioration de l'habitat, l'amélioration de l'infrastructure. Il y a aussi des créations des équipements. On est parti des villes, bien des quartiers insalubres à des quartiers inclusifs avec un changement et avec une dynamique même sociale et économique dans ces quartiers. Donc, comme bilan global, cette politique étatique est toujours interventionniste, mais il y a une nette amélioration à travers la prise en compte des opérations de logement formel. Il y a aussi donc, plusieurs offres d'opérations, de quartiers planifiés, mais malheureusement, elles répondent plus
aux aspirations de la population vulnérable. Et on passe aux politiques des années 90-2010. Cette politique aussi a suivi un réajustement important, celui de l'accélération de la libéralisation économique et de la quête de l'État de la modernisation urbaine. En fait, pour s'introvertir au contexte international, l'État tunisien était trop intéressé par la modernisation et la métropolisation. On est parti sur le phénomène de la métropolisation de la ville de Tunis. C'est pour cette raison qu'il s'est orienté vers l'urbanisme de projet, c'est-à-dire l'État s'est intéressé des grands projets urbains d'envergure, donc avec la création des opérations des grands projets urbains structurants, à l'instar du projet du lac Sud, du lac Nord, la création du centre urbain Nord, comme étant un centre d'affaires important qui est créé pour alléger cette saturation du centre-ville et du quartier d'affaires de la capitale. Donc les effets pervers de cette politique étaient caractérisés par la gentrification accrue entre le cadran nord et le cadran sud. La partie nord était caractérisée par des importants projets d'envergure. Par contre, la partie sud était caractérisée plutôt par l'activité industrielle. Et aussi, on remarque un certain retrait de l'État du logement social, ce qui a aggravé par la suite cette crise. Donc, il y avait aussi des initiatives vers la décentralisation, mais cependant, il y avait quelques actions de déconcentration plutôt que de décentralisation. Toujours, il y avait l'urbanisme de rattrapage, il y avait cette action curative de l'État comme étant une réponse de l'habitat informel qui a connu toujours, il a connu toujours une accélération spectaculaire. Donc la logique politique était de contrôler dans cette période-là les mouvements islamistes. Donc là, on est parti d'un changement sémantique de l'habitat anarchique au quartier populaire, les quartiers autoproduits, où l'État pratique une certaine tolérance de la création de ces quartiers comme étant une résultante de son incapacité à gérer ce phénomène. Donc cette politique était caractérisée par un désengagement. Donc on passe ici de l'État-providence à l'État-arbitre. Donc ceci a créé un urbanisme dual entre l'habitat informel et l'habitat formel qui cohabitent ensemble, qui ont créé différentes formes et qui ont créé un certain enchevêtrement et une certaine synergie et des logiques d'implantation entre ces deux différentes formes. Par contre, pour les politiques post-révolutionnaires, on est parti sur un constat d'un déséquilibre entre la capitale et les régions intérieures. Donc, cette politique était dans une quête d'équité territoriale. Et comme réponse, il y a eu une décentralisation avec la création de plusieurs nouvelles communes. Avec une autonomie accrue du pouvoir local. Comme exemple concrète, il y avait des infrastructures dans les régions négligées. Il y a aussi des nouveaux modes de gouvernance territoriale octroyés aux communes. Par contre, parmi les efforts déployés pour gérer ce déséquilibre, il y avait aussi des défis structurels, mais aussi il y avait des échecs visibles. Donc l'État a voulu doter les communes d'un certain pouvoir local sans pour autant les faire doter des compétences nécessaires, des ressources nécessaires, aussi bien matérielles qu'humaines aussi. C'est pour cette raison qu'il y a eu un bilan contrasté entre la volonté et la réalité du terrain, en fait.
puisqu'il y avait une explosion. Il reste la deuxième partie, donc juste l'évolution de l'urbanisation. On passe les années 60, il y avait une urbanisation de pauvreté. Pour les années 70, il y avait une périurbanisation et un étalement urbain. Donc il y a deux cartes qui sont réalisées par M. Smari. Donc là, elle visualise bien la tâche urbaine dans les années 60, alors qu'on remarque qu'au cours des années 80, il y a eu un événement, une expansion tentaculaire dans les différents sens. Donc là, il y a une perspective de l'État et de la capitale dans les années 60, comment cette plaine était toujours protégée, était épargnée de l'habitat informel. Aussi, il y a le péricentre avec les différentes opérations planifiées. Il y a aussi une illustration du PDU. Pour les années 2010, il y a une expansion spectaculaire. Donc, on remarque dans cette photo comment cette plaine qui était jadis épargnée de l'habitat qui est déjà gagnée par toute forme d'expansion urbaine. L'urbanisme de projet ici à travers le projet du lac Nord et le projet du centre urbain. En contrepartie, il y a cette illustration de la ville de Laoué qui souligne le clivage entre l'urbain et le rural, ce mitage agricole, comment l'expansion part dans les différents sens. On a aussi une nette amélioration de la deuxième génération de l'habitat informel. On parle plus des villes, mais plutôt des villas, avec un aspect assez important qui illustre bien une mutation socio-démographique de la population qui habite. Et pour conclure, l'urbanisation dans les villes du Sud présente un bilan préoccupant qui se manifeste par l'incapacité des politiques publiques de résoudre ce problème de logement qui est destiné à toutes les catégories socio-professionnelles, bien qu'il y avait des orientations qui sont parties dans ce sens. Mais malheureusement, ils ont donné un déséquilibre entre l'offre formelle et l'informelle. Et donc les populations ont décidé de façonner eux-mêmes leur espace urbain. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Bon.